suis très heureux de vous accueillir ici à la Cité universitaire pour cette conférence de Camille Létien sur les grands enjeux de l'urgence climatique et de la sobriété. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez au changement climatique dans une période de grande incertitude. Pour répondre à cette incertitude, il faut répartir les fondamentaux, comme le constat de l'économiste Hans Himmler, qui considère que tout ce que nous consommons est produit par la nature et tout ce que nous produisons consomme la nature. La traduction de ces propos est un concept de développement identifié comme durable. Dès la fin des années 80, il est défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité de la nature à répondre aux leurs. De plus, le développement durable est à la fois un objectif, un moyen et une condition. L'objectif est d'être socialement équitable, c'est-à-dire que la société doit être capable d'assurer le bien-être de tous ses citoyens. La moyenne consiste à concilier la viabilité d'un projet avec des principes éthiques tels que la protection de l'environnement et la préservation du lien social. Enfin, la condition, c'est être écologiquement tolérable. Les ressources naturelles ne sont pas infinies. La disponibilité des ressources naturelles a en effet défini dans le temps la relation avec des humains, avec la nature, les animaux et la technologie. Aujourd'hui, cette relation devient toujours plus compliquée. Avec le processus de dégradation de l'environnement et du réchauffement climatique, a ainsi commencé la course à la terre, à l'eau, aux sources énergétiques alternatives. Et avec cette course, de nouvelles sources de conflits et d'immigration ont émergé. Ces constats interrogent nos modes de consommation et de développement dans un contexte de forte croissance des populations, estimée à 10 milliards en 2050. Aujourd'hui, nous devons imaginer un plan pour tout changer. Ce que nous allons devoir accomplir est considérable et il faut agir vite. C'est l'action que mène au quotidien Camille Létien, que je remercie vivement pour sa présence ici aujourd'hui, et qui sans relâche alerte, sensibilise et combat l'inaction climatique. Camille Létien est un activiste pour la justice sociale et climatique. Elle fait du lobbying auprès de personnalités politiques et économiques. Ancienne porte-parole du mouvement On est prêt, elle a créé en 2020, à côté de Solal Moisin, le duo artistique Avant l'orage. Les courts-métrages et représentations live de ce duo permettent de sensibiliser le public à l'urgence climatique. La Cité internationale et ses maisons prennent toute leur part dans ces changements que nous devons opérer. Avec 1800 logements, un parc de 34 hectares et des services ouverts au public, la Cité fonctionne comme une petite ville. Pour répondre aux défis actuels, la Cité a pris des mesures concrètes afin d'intégrer le principe de durabilité dans les activités qu'elle déploie. Ainsi, depuis 2009, nous avons fait le choix d'une gestion durable de notre parc, qui est le deuxième parc plus grand de Paris, sans pesticides, avec des friches et des permacultures. 1700 arbres ont été plantés entre 2019 et 2021. Nos déchets sont triés et valorisés, 12 composts ont été installés dans les maisons. La Cité poursuit également des objectifs ambitieux de réduction énergétique. Pour cela, nous avons adopté un plan de sobriété énergétique que nous venons d'appliquer sur l'ensemble du campus. Les mesures prises en termes de chauffage, d'éclairage ou de gestes répondent à la fois à l'urgence climatique et à la crise liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces mesures ont des conséquences sur notre quotidien à tous. Mais nous devons tout faire un effort, car nos choix individuels influencent des dynamiques beaucoup plus globales. Ces plans passent aussi par l'isolation de nos bâtiments et la réduction de notre empreinte carbone. Le déploiement de notre stratégie d'optimisation énergétique a été accéléré cette année, avec 5 maisons qui sont en cours de rénovation, pour un coût de 25 millions d'euros. Nous nous sommes fixés un objectif de gain énergétique compris entre 50 et 60%. Autre exemple emblématique,
la maison d'Île-de-France que je dirige est le premier bâtiment d'habitation collective à énergie positive de source 100% sol de récupération, réalisé en France. Et il a obtenu le prix International Green Solution Award 2018 dans le cadre de la COP24 en Pologne. L'école étudiante cherchait de plus de 40 nationalités et elle est la maison référente pour l'initiative durable dans le campus. Enfin, je terminerai mon propos en évoquant tous les projets que vous, les résidents, menez au sein de vos maisons et qui offrent une réponse à l'urgence climatique. Je ne pourrai pas les citer tous, mais je pense au jardin bio partagé que vous avez créé dans le parc et que vous gérez, à vélo volant, qui permet à tous les Parisiens de réparer leur vélo et d'apprendre à faire du vélo, à la ressourcerie Cité Souk, qui s'est donné pour objectif d'offrir une seconde vie aux objets abandonnés, et à toutes les manifestations que vous organisez sur le climat, l'écoféminisme ou les défis. Vous, vos parcours et vos engagements, vous avez un rôle pionnier à jouer et nous serons toujours à vos côtés pour vous soutenir. Je tiens enfin à remercier notre directeur de la communication, Gérard Duplan, qui est à l'origine de cette conférence, ainsi que toute l'équipe. Avant d'avoir le plaisir d'entendre Camille Létien, je vous propose d'à présent de visionner un des courts-métrages, On va de subir, qu'il a réalisé avec Solin. À la fin de son intervention, un moment d'échange s'ouvrira et vous pouvez lui poser des questions. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne conférence. Merci. Merci beaucoup d'être là, d'avoir attendu mon retard dû à des métros que je laisse passer les uns après les autres. Je ne sais pas si vous faites ça aussi, les déboires des transports en commun en ce moment. Mais je suis très contente d'être là. J'étais jamais venue ici encore. Et quand j'ai reçu ce message, j'étais évidemment très contente de venir parler à des étudiants, des étudiantes, des gens qui viennent un peu de partout. Parce qu'on a fondamentalement besoin de grossir nos rangs. Donc c'est ce que j'avais un peu envie de faire ce soir. Ce que je vous propose, moi ce qui m'intéresse le plus ici, c'était du fait que justement on n'est pas derrière un écran pour poser et répondre à toutes vos questions et échanger là maintenant. Et je pense que ces espaces-là de débat, ils deviennent de plus en plus rares. Et pourtant c'est vraiment ce qui fait que notre démocratie elle est saine. C'est ces espaces de débat démocratique qui font que on arrive à avoir la capacité d'écouter des arguments complètement contraires aux nôtres, de repartir avec des outils où on va gagner du temps. Moi, les fois où j'ai gagné du temps dans ma vie, où j'ai avancé sur des idées de manière profonde et structurée, c'était dans des discussions. Donc, j'ai plein de choses à vous dire, mais je vais essayer de très rapidement vous donner le micro pour qu'on puisse rendre ça plus collectif, même si on ne peut pas tous être là sur scène. C'est vraiment l'idée, ok ? Donc, je compterai sur vous pour pas avoir de tabou, pas avoir de questions qui pourraient gêner. C'est justement l'objectif, c'est qu'on fasse péter les verrous qui nous empêchent d'être hyper nombreux dans toutes les actions pour que ça se passe. Pour vous chauffer un petit peu, parce que là je sais que c'est difficile, je vais quand même vous parler un petit peu du thème de la sobriété qui était l'origine de ce soir. Pourquoi est-ce qu'on fait nous ces courts-métrages comme ça ? Mon parcours très rapidement, c'est d'avoir grandi dans des montagnes, près des Arcs. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Hein. C'est à côté de notre maison. C'est vraiment, il y a le parc national de la Vanoise et puis nous. Et en fait, j'ai pas du tout intellectualisé l'urgence climatique. C'est-à-dire que jusqu'à mes 18 ans, on vivait extrêmement proche de la nature, mais pas forcément de manière revendiquée intellectuellement, mais de fait. C'était l'endroit où on allait jouer, les discussions, et encore quand je rentre chez moi, c'est toujours ça, c'est est-ce qu'on va avoir la livraison de bois avant que la neige tombe, comment va le jardin, enfin c'est extrêmement concret. Et donc j'avais du mal à concevoir l'idée que nous, être si vulnérables face à la nature quand on vit près d'elle, puissions la menacer. Et d'ailleurs, des concepts, quand j'ai fini par intellectualiser un peu tout ça, je me suis rendu compte que des concepts comme le mot environnement, typiquement, étaient très problématiques. Il y a Descola, que vous connaissez sûrement, ou si c'est pas, je vous invite vraiment à lire, il a fait un ouvrage récent d'ailleurs, qui dit que la nature n'existe pas. Alors c'est provoque volontairement, mais l'idée c'est de dire que finalement
quand on parle d'environnement, on parle de ce qui nous entoure, ce qui nous environne, dans la racine du mot. Et c'est symptomatique de notre relation face à cette nature. C'est ce qu'on retrouve dans les slogans en disant qu'on va sauver la Terre, la planète. Précisément, on fait partie intégrante de cette biosphère qu'on est en train de menacer. Précisément, quand on parle d'extinction de la biodiversité, on oublie que c'est l'intégralité de ce qui nous constitue. On est fait de bactéries. On mange, a priori, vous regardez le pain, le vin. J'ai un ami qui s'appelle Gilles Boeuf, qui est un grand biologiste, qui dit tout le temps, en fait, sans biodiversité, il n'y a pas de français. Et je trouve qu'il a vraiment raison, que ce soit le fromage, que ce soit le vin, que ce soit tout ce qu'on aime et ce qu'on consomme. Le pain aussi, c'est du levain. Enfin, il y a une vie qui grouille autour de nous, dont on fait partie. Et du coup, il s'agit d'abord de se sauver nous-mêmes avant de prétendre sauver quelque chose de plus grand que nous. Et surtout de ne pas entraîner dans notre chute un peu morbide d'autres espèces qui n'ont rien demandé. Donc voilà comment, de mon parcours, j'en suis arrivée à conscientiser le fait qu'on était vraiment à un point de bascule. Je ne sais pas si vous voyez, dans le court-métrage, je parle du point de bascule à un moment donné, de ce moment où on est en haut d'un toboggan et où en fait très rapidement on sent qu'on est attiré inéluctablement vers le bas. Il existe, et je ne veux pas ici vous refaire un cours de climat de manière très sérieux, avec plaisir pour répondre à vos questions si vous en avez, mais je pense que tout le monde est déjà au courant, mais il y a 9 limites planétaires et on en a déjà dépassé de nombreuses. Au-delà de ces limites planétaires, en fait, les physiciens, les biologistes ne sont pas capables de savoir comment va réagir le système. Donc on entre dans des endroits d'incertitude. C'est comme si je marchais sur cette scène et que chaque génération avait fait un pas de plus et qu'en fait, nous, on est la génération qui est ici. Donc peut-être qu'on va avoir l'impression de faire qu'un pas, mais c'est un pas qui peut nous amener vraiment au fond du précipice. Alors ça peut faire très peur et on peut se sentir un petit peu tourmenté par tout ça. Je vous parlerai, juste pour finir, avant de vous laisser la parole, d'éco-anxiété, parce que je pense que c'est important, surtout que je vois pas mal de jeunes dans cette salle. Mais avant, un mot sur la sobriété, parce que c'était aussi l'origine de ma venue. Aujourd'hui, c'est un terme qui apparaît dans le débat de manière extrêmement rapide, parce qu'il y a une reprise sémantique finalement de ce mot-là par le gouvernement, non pas due à une urgence climatique, mais due à une crise de l'énergie, une guerre en Ukraine. On a des sanctions à juste titre pour ne plus s'approvisionner en ayant les mains sales, et donc on se retrouve à devoir faire face à une crise de l'énergie en se disant comment est-ce qu'on va réussir à se chauffer, comment est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que la facture d'électricité pour les Français et les Françaises n'explose pas. Une mesure absolument de bon sens, c'est donc de consommer moins. Sauf que les mesures qui sont aujourd'hui incarnées et proposées par le gouvernement, à ma lecture en tout cas, est dans de l'efficacité. Donc je ferai vraiment une distinction entre de l'efficacité, l'efficacité énergétique, on rénove nos bâtiments, etc. On essaie de faire en sorte que chaque quantité d'énergie soit mieux utilisée, et c'est absolument nécessaire de le faire. Mais la sobriété vient d'être sobre, comme quand on mange, quand on boit par exemple, quand on parle de sobriété, quand on boit trop d'alcool. Et bien être sobre, précisément, c'est ne pas boire. Et donc ça veut vouloir dire pas boire un meilleur vin, ou boire quelque chose qui fait un peu moins mal à la tête, ou boire du vin nature, j'en sais rien. Ça veut dire réduire drastiquement notre consommation d'alcool. Et donc, précisément, c'est ce qu'il va falloir qu'on arrive à faire. La sobriété, ça va vouloir dire consommer moins. Et il y a 1000 choses concrètes qu'on peut espérer mettre en place. Ma vision, en tout cas, c'est qu'il faut que cette sobriété, elle soit juste. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste demander des Français à des Françaises de manière indifférenciée de baisser leur chauffage de 1 degré ou de se déplacer un peu moins. Parce que, je vous apprends rien, mais on vit dans un monde où on n'a pas tous un même accès à l'énergie. La précarité énergétique est absolument fondamentale. Et donc, là, on parle de l'énergie, mais en fait, parce que c'est le thème d'actualité, c'est à cause ou grâce à ça qu'on se met à parler de sobriété. Mais ce que je vous dis peut vraiment s'appliquer à tous les pans. On peut parler aussi d'une sobriété dans notre vêtements, on peut parler d'une sobriété de notre manière de voyager. C'est vraiment repenser une manière d'être au monde plus sobre. Et cette question de justice sociale, elle est absolument fondamentale parce que dans le climat et dans l'urgence climatique, il y a aussi une question de proportion. Et donc, il faut quand même se rappeler que, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Un panneau publicitaire, comme j'ai vu en venant ici, là, vous voyez les panneaux lumineux qu'on voit
qui font de la publicité, qui nous incitent à consommer, d'ailleurs c'est une super idée, ça en réalité ça émet autant qu'un foyer à peu près en un an. Donc en fait on a des moyens de réduire notre consommation globale du pays, d'être plus sobre, tout en s'attaquant précisément à des endroits qui ne vont pas demander autant à ceux qui peuvent beaucoup et à ceux qui ne peuvent pas. Donc moi mon envie ce serait qu'on demande plus à ceux qui peuvent le plus, à ceux qui peuvent le moins, et qu'on permette d'abord à tout un chacun de pouvoir se chauffer à une température décente, pour reprendre l'exemple très concret de la sobriété énergétique, et pas que certains puissent chauffer des piscines privées en plein hiver. Voilà, ce serait de sorte de rétablir un petit peu d'égalité dans ce combat pour l'écologie, et c'est d'ailleurs pas que moi qui le dis. Dans le dernier rapport du GIEC, le 3e volet, il parle de cette justice sociale qui est vraiment une condition sine qua non pour l'avènement d'un monde plus écologique finalement. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur ce thématique de la sobriété et pourquoi je pense que c'est finalement un moment qu'il ne faut pas qu'on laisse passer et qu'on est en train de vivre là dans le débat public un moment important aussi pour l'écologie parce qu'il faut qu'on réussisse à de ces termes-là poser une vraie question qui est cette question d'un mot qui fait peur à tout le monde et parce qu'il est choisi, mais il a été choisi de manière provoque, qui est ce mot de décroissance, mais qui finalement, en fait, quand on regarde de plus près, peut simplement vouloir dire qu'on est pour une croissance de tout ce qui est nécessaire à la société, c'est-à-dire qu'une croissance de l'équité, une croissance du bien-être, de l'accès aux soins, de l'accès à l'éducation, qui sont des choses absolument fondamentales. Mais par ailleurs, peut-être qu'on peut dire que l'indicateur qui aujourd'hui mesure la croissance, qui est le produit intérieur brut, n'est pas corrélé à ce bien-être-là, que précisément s'il y a une marée noire, alors les points de croissance augmentent, et que donc on peut se dire que cette sobriété, il va falloir qu'on l'applique à tous les pans de la vie, et qu'un monde plus sobre peut être désirable parce que ce serait aussi un monde plus juste. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question de la sobriété. Et je vais déjà commencer à vous faire passer un petit micro. Et je vous parle juste avant de l'éco-anxiété, parce que je ne sais pas si c'est un thème qui vous... Ah ben, vous êtes équipés. Alors, est-ce que vous avez des questions, des thèmes précis que vous voulez qu'on aborde ou en priorité, vraiment, l'objectif, c'est qu'on discute. Je sais que c'est toujours... Il y a une question qui est difficile. Et après, les langues se délient. Donc, le ou la courageuse qui le fera en premier aura vraiment mon éternelle reconnaissance. Si vous voulez, je vous laisse réfléchir un petit peu avant, je vous parle de l'éco-anxiété. Je teste, c'est bon, ça passe. Sinon, je désigne. Ah voilà, incroyable. Même pas besoin de faire un switch. Bonjour Camille. J'avais une question un peu... quand on parle, par exemple, maintenant, il y a beaucoup la tendance aussi, tout ce qui est globalisation et les choses comme ça, mais aussi tout ce qui est, par exemple, études, faire des Erasmus, des études à l'étranger et des choses comme ça. Et je me demandais un peu quel est ton point de vue là-dessus, parce que que ce soit, ou même par exemple la nature de Sciences Po ou les choses comme ça, c'est d'avoir des gens un peu de qui en soi est quelque chose de super, mais en fait ça a aussi des conséquences plus long terme. De beaucoup de voyages, de retourner à Noël, voir les parents, toutes les choses comme ça. Et je me demandais un peu comment tu voyais cet équilibre-là. Voilà. Moi, j'ai eu la chance parce que j'ai eu mon réveil écologique sur l'avion juste après ma 3e année. Donc évidemment, on s'arrange comme on peut pour pas être en dissonance cognitive. Et donc finalement, on se dit, ça va à l'avion. Et puis après, je me dis, bah non Camille, là c'est quand même un an que tu te mens, il va falloir... faire face à la réalité. Et donc en fait, moi j'ai fait ma 3e année en Finlande. C'est pas très loin, je suis rentrée 2 fois, mais quand même. Mais en fait, c'est une question qui est... Vous voyez, Bruno Latour, il avait fait pendant le confinement quelque chose qui était assez génial, que je vous invite à regarder exactement sur cette question de sobriété. C'est un questionnaire, et il demandait qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qui vous a profondément manqué ? Qu'est-ce qui est en train de vous manquer de confinement ? Et je pense que ça fait un peu développement personnel comme ça, mais ça pose des vraies questions fondamentales. Je vous invite à le regarder. Et c'est qu'est-ce qui nous manque, en fait ? Qu'est-ce qui est de l'ordre du superflu et qu'est-ce qui, finalement, fait partie de l'essence même de nos vies ? Et je pense que c'est ce qu'on doit se poser quand on part loin. Pourquoi on le fait ? Qu'est-ce qui nous manque ? Moi, c'était l'idée d'être en inconfort. Ce que je retiens de mon année, ce qui m'a vraiment aidé, d'être en inconfort, dans un endroit où je ne connaissais personne ne me connaissait. Est-ce que ça, on a besoin d'aller au bout du monde pour le faire ? Peut-être pas forcément. C'est d'être confronté à d'autres cultures, d'autres modes de pensée. Et ça,
on a vraiment aussi de quoi le faire, rien qu'en étant capable d'aller au-delà de notre porte et de commencer le dialogue, de s'engager dans des associations. Il y a tellement de gens qui viennent de partout, surtout en France, qu'on a une chance immense de pouvoir avoir cette ouverture. Et alors, c'est pas à vous que je vais la prendre ici en plus. Donc en fait, c'est se poser cette question. Après, de manière très pragmatique, quand on parle longtemps, 1 an, etc., et que c'est très important dans son parcours scolaire, faites-le. On vient des fois me demander en disant est-ce que j'ai le droit de... Mais je veux dire, chacun fait en conscience son choix en se disant mais est-ce que finalement cette année va être tellement fondamentale et fondatrice que c'est quelque chose qu'on ne peut sacrifier. Et donc, on décide de partir loin, de ne pas revenir pendant 1 an, et puis après, on ne prendra plus l'avion pendant quelques temps. Mais ça, à la limite, c'est un débat qui vous appartient. Mais c'est juste que je trouve intéressant, c'est dans la logique de penser, de se dire, si ce qu'on veut créer pour des élèves, c'est une mise en danger, c'est à un moment donné où on sort de soi, c'est à un moment donné où on va découvrir d'autres modes de fonctionnement. Est-ce que finalement, on peut trouver d'autres manières de le faire ? Moi, en étant à Sciences Po, je me suis rendu compte qu'il y avait la moitié je crois, qui sont internationaux. Très peu de mes amis. Enfin, on a fait très peu. J'ai très peu fait cet effort de se mélanger. Même dans mon master, en fait, on est resté entre français. C'est débile quand on y pense. Et là, je pense que c'est l'idée de conscientiser, de me dire, mais je suis passée à côté de tellement de rencontres qui auraient pu m'apporter finalement énormément. Et inversement, quand j'étais en Finlande, j'ai aussi, je ne dirais pas leur nom, mais des amis qui sont restés, ceux qui ont fait des Erasmus savent très bien de quoi je parle, qui entre Français, qui font les colloques entre Français, qui restent vraiment dans leur petit cocon de zone de confort. Donc je pense que c'est plutôt se poser la question de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui compte, ce à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer. C'est comme ça que j'appréhenderai la question. Il y avait une question là-bas. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce que je pense, c'est plus simple quand on est étudiante, d'adresser ce type de questions. Et parfois, quand on en parle, personnes d'autres générations peuvent penser, oui, mais vous avez le temps, vous êtes plus tranquille, vous n'avez pas de problème d'argent et tout ça. Alors, on peut penser que les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qui est important dans la vie et tout ça. Et quand je pense à ce type d'enjeu, ce qui m'inquiète est que je suis préoccupé qu'on n'arrivera pas vraiment à parler aux autres générations et aussi aux autres catégories économiques. Mais c'est très important en fait qu'on ait la perception qu'on fait l'effort tous ensemble. Alors la question, la réflexion que j'aimerais faire est sur comment faire sentir toute personne part de cet effort parce qu'il semble raisonnable. C'est une super question et donc là vous avez montré Désobéissance, qui est un film qu'on a tourné il y a 2 ans, qui cherchait un peu à bousculer sur ces questions de désobéissance civile et de se dire, et finalement, est-ce que ça me titille pas ? Est-ce que finalement, la différence entre ce qui est légal et légitime, ça me parle pas ? Et donc, est-ce que j'aurais pas moi aussi envie d'aller m'engager, même si j'ai pas fait avant tout le parcours militant, de commencer par des ONG, puis des marches, puis machin, puis après, comme s'il y avait un summum. De la même manière, on a fait le dernier court-métrage qu'on a sorti, c'est sur les générations. Donc, il s'appelle on a fait très simple pour les titres, vous pouvez le regarder, et c'est une lettre que j'ai écrite à la génération d'avant. Donc ça fait très plaisir, ta question, je te tutoie, parce qu'on a le souvent à peu près tous le même âge. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, sortie du confinement, pareil, je me retrouvais à être enfermée dans ce conflit de génération, où en gros, on me demandait, vraiment, dans les interviews, c'était pratiquement un tiers du temps, c'était est-ce que vous êtes une génération sacrifiée ? Et donc, vous êtes très en colère contre ces boomers. Il y avait vraiment, on essaie de faire de l'ordre en sciences politiques du diviser pour mieux régner, Machiavel, le classique, ce qu'on apprend en première année de sciences politiques. Et j'ai trouvé ça un peu perturbant parce que c'est absolument pas ma vision précisément de l'écologie. Je pense même que c'est une stratégie qui marche plutôt bien. Je vais m'expliquer. Donc, on sortait du confinement. Il y avait cette tension un petit peu entre à la fois
des jeunes qui continuent de faire la fête, qui bravent les couvre-feux, etc., et qui sont présentés dans certains médias comme ceux qui sont responsables du fait que des personnes âgées dans des EHPAD ne puissent voir personne, soient extrêmement tristes et seules, ce qui était une réalité aussi. Et inversement, on avait dans une autre représentation qui était celle de tout cloîtrer une certaine partie de la population, dont des jeunes qui ne vont plus fac et ne sont plus capables du coup de se retrouver entre eux, qui tombent en dépression, pour qui c'est extrêmement dur, qui sont en échec scolaire, pour protéger des aînés un peu plus vulnérables. Il y a eu vraiment ces deux débats-là. Et j'ai l'impression que c'était la première fois, en tout cas ça faisait longtemps, moi depuis que je suis née, que cette tension entre les générations, elle était vraiment présente sur l'espace public. Et avec ça, tous les tabous. Parce qu'alors, en France, on est dans un tabou immense sur, déjà sur la... Hein, on n'en parle absolument pas, c'est quelque chose qui ne fait plus du tout partie de la vie, pas du tout comme d'autres cultures. Et c'est aussi pour ça qu'on a, en fait, on a très peu de liens entre, à part si nous, on a nos grands-parents, mais que généralement, pour une grande majorité, on voit Noël, et moi la première, hein, je les vois 2 fois par an. Et on a plus cette proximité-là où on vivait, je vois, moi, à la génération plutôt de ma mère, ou surtout même de ma grand-mère, ils vivaient dans des maisons. On avait ce lien avec les générations intimes qui était constamment en nous. Et là, j'ai trouvé qu'avec le confinement, ce conflit générationnel est redevenu sur le devant de la scène. Le lien avec le climat, et tu l'as très bien résumé, c'est ça. C'est que quand c'est un conflit de génération, si c'est moi contre ma grand-mère, alors ce n'est plus moi contre le président de Total Energy, de la grande compagnie fossile. Ce n'est plus moi contre l'entreprise écocidaire. Vous voyez ? Donc en fait, finalement, on déplace l'objet dans lequel on va regarder, on déplace l'attention sur autre chose. Ce dont je suis plutôt persuadée, c'est que la génération avant nous s'est battue pour avoir des droits qui, aujourd'hui, nous semblent évidents. Là, pas plus tard qu'hier, où le Parlement a voté en faveur de l'inscription du droit à dans la Constitution, en fait, on oublie parfois que ces droits-là, ce sont des choses qu'on prend pour acquises, mais pour lesquelles des générations avant nous se sont battues aussi. Donc c'est la phrase de Camus qui disait « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La tâche de la mienne est peut-être plus grande encore. Il s'agit d'éviter que le monde ne se défasse. » Et je crois que c'est difficile de regarder l'histoire et de juger l'histoire de là où on est maintenant et de blâmer une génération dans son entièreté. Quand je à l'énergie, c'est parce qu'une enquête est sortie, puis d'ailleurs plein d'autres, mais qui montrait qu'ils étaient au courant depuis les années 70. Ils avaient les meilleures projections climatiques. Pourquoi ? Très simplement, on fait une entreprise, on fait un business plan, on a besoin de se projeter, on a de l'argent pour le faire. Et donc du coup, ils ont des meilleurs climatologues avec eux. Ils avaient les données pour savoir qu'extraire les énergies fossiles du sol allait potentiellement être très dangereux. Et ils ont choisi une stratégie qui consiste à du doute. Je vous invite à regarder, il y a un film qui s'appelle La Fabrique du doute, qui parle très bien de ça. Des historiens, Christophe Bonnel, de Sciences Po d'ailleurs, qui ont beaucoup travaillé dessus. Voilà, donc en fait, j'ai plutôt envie que de nommer les responsables. Je pense que c'est fondamental de le faire, de ne pas laisser croire qu'il s'agit d'une forme de mal diffus, de quelque chose un peu où tout le monde est plus ou moins responsable vaguement, et du coup on crée une apathie. Je pense qu'il y a des responsables qu'on doit être capable de nommer et d'adresser, de contrôler par l'État, par la loi, et donc ça c'est fondamental de le faire. Mais ce n'est pas pour moi une génération entière qui est responsable de ce qu'on vit maintenant. À l'inverse, ça crée, et je finirai là-dessus, mais ça crée 2 choses. Ça crée soit une détestation parce que du coup on passe pour des jeunes pour qui viennent expliquer le monde, et donc du coup c'est extrêmement pédant et condescendant, et donc on nous regarde de haut en disant mais qui êtes-vous pour venir me faire des leçons d'économie mondiale de vos 20 ans. Ou inversement, des gens qui nous disent, et ça m'arrive tout le temps, et je pense que vous aussi, bravo et merci, j'ai hâte que votre génération soit au pouvoir. Alors ça on l'entend vraiment. Et en disant, mais vous allez, désolé, nous on est tous des pourris, mais alors votre génération vraiment, ça va être incroyable. Sauf qu'on a romantisé une forme de génération climat qui, dans les faits, n'existe pas, parce qu'il y a une partie de cette génération qui, en effet, est très mobilisée, mais à la fois, c'est aussi une partie d'une génération née dans la surconsommation, qui est sur TikTok à faire des challenges de fast fashion. C'est aussi ça, la réalité de notre génération. Et quand on regarde dans les luttes locales, et je finirai là-dessus, il y a des sociologues qui sont penchés sur la question et qui montraient qu'en fait,
on voit les marches de Paris, à la limite les grandes marches où il y a plus de jeunes, ok. Mais quand on va regarder les luttes locales inscrites sur le territoire, en fait, il y a souvent beaucoup de personnes plus âgées qui vont connaître les réunions, comment ça fonctionne, aller parler au maire, connaître les dossiers. Moi, je vois sur tous les projets locaux qu'on a fait, ce qui est assez génial, c'est qu'il y a vraiment cette entraide générationnelle de fait. Voilà, donc bon, j'adore cette question, donc j'essaie de me taire parce qu'il y a plein de choses à dire, mais quelqu'un levez la main en attendant si vous... Ok, il y en a, super. Mais je pense que ça pose quelque chose qui pour moi est peut-être le plus fondamental en fait dans tout ce combat écologique, c'est la question du temps et de notre rapport au temps. Et on a un peu déposé ce rapport au temps, mais à la fois le temps passé et du coup qu'est-ce qu'on garde, quel héritage on a, comment est-ce qu'on garde un lien à nos anciens, pas seulement nos vieux, mais aussi à nos anciens. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui, quelques fêtes que pour le coup notre génération ne s'investit pas vraiment dedans, des commémorations, quelques-unes, des bâtiments, des livres d'histoire. On n'a plus vraiment ce lien intime au passé. Et on a un intime qui se réduit au futur parce qu'on a dans ce truc de dictature de l'ultra-présent, parce que l'algorithme, les réseaux sociaux, l'afflux total d'informations, on parle souvent d'infobésité, fait que ça se passe là, maintenant, à la seconde. On est énervé quand le métro est moins à la première à 2 minutes d'attente. On est vraiment dans quelque chose d'une urgence où le temps se rétrécit. Et on arrive à des situations où il y a toute une génération qui ne veut plus faire d'enfants parce qu'ils ont aussi pour la question écologique. Et ça, je trouve que c'est... alors, si c'est une question de disposer de son corps, enfin, évidemment, je ne sais pas qu'il faut à tout prix faire des enfants, mais si on a très envie de le faire et que c'est uniquement pour la question écologique, je trouve que ça m'attriste beaucoup parce que c'est une forme de démission qui nous arrive. Je ne dis pas qu'on est responsable de celle-ci, mais qui nous arrive, une forme de démission face à ce qui intimement nous lie aux générations d'après. Et donc au temps long. Donc voilà, pourquoi cette question de génération fondamentale, parce que c'est ce qui nous lie à avant et à après, et finalement on ne peut pas penser une action politique efficace sans savoir d'où elle vient, apprendre de l'histoire et en même temps imaginer ce qui va se passer après et quelles conséquences elles vont avoir. Il y avait des questions là-haut. Oui, bonsoir. Tu parlais de la décroissance tout à l'heure. Moi, étudiant en économie, justement, ça m'intéressait. Et parce que justement, on nous apprend la croissance rationnelle, ça. Et je voulais savoir justement ton point de vue sur peut-être une réforme de l'éducation dans ce sens, ou les moyens, comment on pourrait le faire, ou est-ce que ce serait important de le faire? Carrément, honnêtement, à Sciences Po, j'ai quand même de la chance. J'étais à Sciences Po et à la Sorbonne en philo à côté, parce qu'il y a des profs très différents et c'est des sciences sociales, donc c'est un peu plus ouvert. Et du coup, on avait des profs comme Éloi Laurent, par exemple, ou là il y a Timothée Paris, qui est aussi à Sciences Po, Pierre Charbonnier, des gens qui vont penser l'économie aussi de la décroissance, qui vont aussi donner des cours. Donc il existe ça. Après, ce que je conseille, c'est de lire, de s'instruire ailleurs aussi, et d'aller à des conférences, d'aller à des colloques, de faire cet effort-là, de constamment se former, de voir d'autres thèses, parce que ce qu'on oublie dans la vision, enfin je ne vais pas faire un cours d'économie là, mais moi j'ai fait un master d'économie aussi, et c'est que on part d'un postulat, l'homo economicus, tout ce qui est rationnel, optimum de Pareto, etc. Ce sont des thèses. Et qu'il s'agit là d'une vision. L'économie, c'est oikos à la base, éthique Nicomaque, la gestion du foyer. Et donc, il existe plusieurs scénarios possibles, plusieurs manières de faire de l'économie, plusieurs manières de s'occuper de ce foyer, si on revient carrément à Aristote. En fait, du coup, ces scénarios-là, il faut qu'on les investisse. Et il faut qu'on les cherche. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément le bon. C'est juste une autre manière d'habiter le monde. Ça ne veut pas dire que tout ce qui nous a amené la croissance est... Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, on se rend compte de ses limites et qu'on se rend compte que peut-être elle est en condamnant une partie des conditions de vie sur Terre, en menaçant l'écosystème dont on fait partie. Peut-être que ce serait une bonne idée de penser différemment, une autre manière d'être au monde. C'est simplement ça que ça veut dire pour moi. Et donc, il y a plein de travaux merveilleux. Je vous invite juste déjà à regarder, vous devez peut-être sûrement déjà connaître, mais Éloi Laurent, il est bien là-dessus. Et Timothée Paris qui a fait un livre qui est sorti là, alors je sais plus son titre. Vous allez trouver facilement Timothée Paris, il vient de sortir aussi, qui parle précisément de cette manière de faire la décroissance. Et sur la réforme de l'éducation, mais bien sûr, là-dessus, si ça vous intéresse de vous engager sur ça, il y a un collectif qui s'appelle Pour un réveil écologique et qui maintenant fait beaucoup de lobbying auprès des institutions pour inclure dans le programme des formations. Maintenant, vous, à court terme, ce que vous pouvez aussi
c'est c'est d'organiser des conférences, d'organiser des colloques, de faire venir des interventions et surtout ce qu'on oublie tout le temps, mais c'est de faire remonter à nos profs, de faire, je vais me faire gronder par les premiers rangs, pardon, mais il faut qu'on dise à nos responsables de master, il faut qu'on dise à toutes ces personnes qui organisent la scolarité quand on n'est pas d'accord, quand on trouve que c'est pas normal, quand on trouve que c'est disproportionné. Moi, je l'ai fait dans un de mes cours, on a eu, c'était l'enfer, j'essaie de le dire politiquement correct, on nous parlait d'agriculture, on nous vendait une agriculture absolument intensive, et quand on fait venir une représentante, pour une fois agricole, qui était censée être celle qui avait un peu les mains dans la terre, pour faire un peu le contrepoids, en fait c'était quelqu'un qui nous vendait à fond une agriculture avec beaucoup de technologie dedans, ce qui m'étonnait un petit peu, et en fait c'était quelqu'un qui avait des immenses hectares, qui était élu FNSEA et qui était chez les Républicains engagés. Donc en fait, voilà, il y a aussi dans les intervenants que vous allez faire venir, on a un droit de regard et je pense que c'est peut-être pas le cas partout. Il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, des responsables de master ou de cours. Mais à chaque fois que nous, on a eu envie qu'on a essayé de dire, là, ce serait bien qu'on rééquilibre et qu'on ait force de proposition, je pense qu'ils sont quand même à l'écoute du fait de savoir ce que les étudiants et les étudiantes veulent un peu apprendre. Donc, de manière extrêmement concrète, ça, je pense qu'à court terme, ça, c'est un truc dont tu veux qu'on saisisse qui va plus vite. Voilà. Je fais des réponses à la fois philo, des fois à la fois très terre à terre, mais... Peut-on poser une question en anglais? Oui, bien sûr. Alors, moi, je vous réponds avec un anglais de français, hein, donc vous ne me jugerez pas. Thank you. Good evening. My name is... if I be allowed to refer to the video that you presented, that piece where you were drawing or writing on the window of a shop. Yep. So the question is, no, it's not the question yet. Basically, either it is a public testament to vandalism, which you probably will not do, or, which I think it might be, you in some way arranged it, discussed, maybe agreed with the owners of the shop so that you do it, and then you make it like this small performance, after which you wipe it clean or something like this. And so the question is basically, if it is the case, so how this kind of agreement with translational multi-corporations can help to combat the consumerism, and isn't it that at certain point it might transform to become something, it might just transgress to the position where you unwillingly support them rather than fight them. So it's sad, like. Yeah. So actually, no, we did not ask anyone to do it. What we aim to do with all our artistic proposition is precisely to question what is reality and what is fiction. So our aim is fiction that actually impact the reality. That's what we want. So when we shoot this movie, we had a whole night from late until the very morning, and there were the police around. And when you are doing a movie, you have sometimes to take different shoot over and over to get the right one, the right take. So that was really funny and scary at the same time, because we had to this light and then wash it, because we don't want it. The thing is that we don't wanted the person in charge that will just spend the whole day cleaning all this. That wasn't our aim. So we did this for the movie, then we clean after, but we shoot in real condition. So nobody was asked. It was in Les Galeries Lafayette. They would have never agreed. So first thing is that. And about civil disobedience, I believe that politics is also a place where conflict exists and is necessary and sane. This is not only about compromise. This is also about what we call a rapport de force, like a fight. I don't know how to say it in English, but it's a balance. Sorry? That is. Merci. So there's someone called Chantal Mouffe. I work a lot on her works, and she talks about agonistique. So for her, policy is a place of agone.
So if we want something, there is time where we discuss, and I do it a lot. I do a lot of lobbying, so go to ministry, go to public administration and ask for something. This is the first step. So first you come, for instance, give you something really concrete. We talk about, I'm fighting again a patent by Total Energy. First, we went to see the banks. We asked them. So I went into all their General Assembly, BNP Paribas, AXA, Amundi. I went there and asked, what are you going to do about this pipeline of Total you're supporting? Are you going to vote in favor or against? Are you going to support this or not? Please answer. Sometimes they answer, sometimes I meet them without any camera or anything, and we advance in concrete things. That's huge. It's what we did with the deep sea mining. I worked with actually the Ministry of the Sea about the deep sea mining, and I did not add to the civil disobedience because our discussions were great enough to have a victory at the end. But sometimes, and this is the case about the Total Energy, they don't answer, or they answer fake things, or they try to lie, and they lie a lot, mostly. So then comes the fight. Then comes the moment where civil disobedience is necessary. That does not mean violence. This is different. In French law, violence is against people. I would never be violent against anyone, even my worst enemy, because this is my inner personal limit. But to make it concrete, throwing a can of tomato soup on a glass of a painting isn't violent. You can disagree on this. You can find this is not great, but this is not what we actually call violence. So civil disobedience, as painting Lumière light on the Galerie Lafayette, isn't something violent. It's not legal, for sure. I already went to, I had like fined and I had to pay things to the judge, and we went into the court. Sometimes it happened a lot. What we do is sometimes illegal. But I do believe that there is a difference between what is legal and what is legitimate, and sometimes that's not the same. And this is where we need, as citizens, to fight, to stand and to say, this is the line I won't cross. And something just to remember, and I talk a lot about this guy, but called Andrea Malm. He talked about how to blow up a pipeline. So that's a book you should really read. And he just focused on all the civil rights that we actually have. And he showed precisely that every time there is something that we now find as legal, for instance, the right as a woman to vote in France, we won it thanks to civil disobedience as well. There were people, as you said, that were negotiating, there were people that were less moderate, for sure, they were really necessary. But the other part that were as well necessary, what we call the radical, did civil disobedience. And it's because the two exist. They will not always agree, but they exist alongside, that we actually now have civil rights that are legal and that are more than legitimate. I don't know if I make it clear, because really, French people speaking English, but anyway. Quelqu'un? Oui, je descends. Ah, je vais un petit peu... Merci de patienter. C'est bon. Bonsoir. Ma question, c'était au niveau justement de, on parlait au début de la globalisation qui fait en sorte que donc la concurrence se généralise, et donc en fait si une entreprise ou une corporation, que sais-je, essaye de faire un premier pas, elle va directement tomber en perte de part de marché, en perte d'efficacité, donc se faire détruire par la concurrence, ce qui fait que pour moi, pour l'instant, on est dans un problème d'un dilemme du prisonnier. Donc ma question, c'est comment sort-on d'un dilemme du prisonnier? Alors, si j'ai une réponse magique, j'aimerais bien. Donc, ce que je vous dis n'est que des très modestes essais, finalement. Mais déjà, parce que je positionne... alors c'est totalement une popular opinion, pour moi, il s'agit aussi d'un dilemme moral. Donc on dit, il ne faut pas être moraliste, faites pas la morale. Je pense que précisément si. Pour moi, c'est un dilemme moral. On est dans une morale kantienne, on est dans l'idée de dire, il y a quelque chose de l'ordre, pour moi, dont on doit le faire. Dans tous les cas, peu importe si ça marche ou pas. Et là-dessus, vous avez Sea Shepherd, qui est donc les pirates de la mer, qui vont arrêter des bateaux, tout ça, des bateaux qui font qui vont par exemple pêcher illégalement
voilà le mot que je cherchais. Et en fait, avant de rentrer, Paul Watson demandait, c'est un peu une légende, mais ils le font vraiment encore sur les bateaux, quand on s'engage, c'est est-ce que vous seriez prêt à mourir pour une baleine? Bon, là, très peu de gens vont dire oui, mais n'empêche qu'il y a quand même cette idée que je trouve intellectuellement très intéressante de se dire quelle est la part d'absolu dans ce qu'on fait. Donc du coup, quand on pose la question comme ça, pour redevenir très concrète, sur Total Energy, je pense toujours, parce que c'est le truc sur lequel je suis bien à fond, on nous dit oui, mais si on ne fait pas nous la pipeline, c'est les Chinois qui vont la faire. Oui, mais donc du coup, on va pas dire si je tue pas mon voisin, peut-être que ce sera l'autre voisin qui va le tuer, mais certes, mais donc on va pas pour autant le faire. C'est un argument qui ne tient pas. C'est un argument qui, moralement, est de l'ordre du sophisme, finalement. Donc pour moi, il y a d'abord quelque chose qui est de dire, dans tous les cas, peu importe ce qui se fait ailleurs, il faut qu'on le fasse parce que c'est juste, parce que c'est aller dans une forme du bon sens de l'histoire, de ne pas condamner des générations d'après et des espèces et les plus précaires qui sont déjà aujourd'hui victimes du dérèglement climatique. De fait, rien que d'un point de vue de morale, quand on sait aujourd'hui le nombre de personnes qui meurent du dérèglement climatique mais c'est très simple, il part des entreprises, entre autres, mais quand on remonte le fil, il y a des choses extrêmement concrètes qui se passent, et chaque demi-dixième de degré qui augmente par l'extraction des énergies fossiles va entraîner des vies. Enfin, on est de cet ordre-là. C'est extrêmement concret finalement et pas si complexe que ça tout le temps. Donc la réponse est complexe et longue pour tout résoudre, bien évidemment, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du moral pour moi. Ensuite, pour le point de vue plus stratégique, donc que tu disais, comment est-ce qu'on sort du dilemme du prisonnier, là-dessus, en fait, on n'est pas non plus dans un monde libéralisé, mais c'est pas non plus l'énorme chaos, il y a des conventions qui existent, et donc il faut s'attaquer à ces conventions, certaines pour en mettre en place. Là, nous, on travaille sur, par exemple, l'exploitation des ailerons de requins. En gros, il y a plein de requins, et c'est hyper fondamental pour l'écosystème marin, donc pour nous, et puis en tant que tel, c'est une espèce millénaire qui est absolument fabuleuse. Et vraiment, les requins sont menacés parce qu'il y a une surpêche énorme à cause d'un commerce pour leurs ailerons. Donc nous, on va faire, c'est d'essayer, en Europe, on a fait une initiative citoyenne européenne qui est en train d'être examinée par la Commission, donc on croise les doigts, c'est d'interdire sur le sol européen le commerce d'ailerons de requins pour protéger les requins. Voilà, donc en fait, on a aussi le moyen, inversement, là, on s'est battu sur un traité européen qui s'appelle le traité, enfin pas européen d'ailleurs, international, qui s'appelle le traité de la charte de l'énergie, et qui était un traité qui protégeait les énergies fossiles. L'idée, assez simple, c'était de dire, en gros, vos investissements, vous êtes une entreprise, vous voulez vous implanter dans un pays, si c'est un pays qui est politiquement instable, et que d'ici 5 ans, il y a un coup d'État, un truc qui se passe, et que vous, pour construire votre pipeline, vous avez dû investir déjà depuis 5 ans et que le truc va voir le jour dans 10 ans, il faut qu'on vous garantisse que vous pouvez investir chez nous et qu'on vous donne un moyen légal de pouvoir vous retourner contre le nouveau gouvernement. Pas une mauvaise idée d'un point de vue libéral à la base. Le seul problème, c'est qu'ils ont utilisé donc ces compagnies fossiles pour porter plainte contre des États, ils essayaient de mettre en place des lois écologiques. Oui, parce qu'une loi écologique, ça menace l'industrie fossile. Et donc, il y a eu des millions d'euros d'argent public, de notre argent, qui est parti dans des cours d'arbitrage, dans des tribunaux d'arbitrage, c'est directement de l'argent public dans les poches de ces compagnies fossiles. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la régulation. Et on a réussi, avec plein d'autres gens qui ont fait une campagne hyper forte et tout, de sortir. La France est sortie il y a quelques semaines. L'Union européenne... Il n'y a pas de bois ici, mais je vais toucher du bois pour moi. Et en train d'en sortir, le Parlement a hier fait une annonce, Timmermans ce matin aussi, et on attend un peu von der Leyen qu'elle bouge et qu'elle suive. Mais donc en fait, il y a des moyens aussi de régulation qui existent et dont il faut se saisir. Alors ça paraît des fois un peu complexe, lent, etc., mais c'est traité en fait... qui soit nocif, comme je vous le disais, avec le traité de la charte de l'énergie, et dans ce cas poussé vers une sortie, ou qui puisse permettre de protéger par une forme d'accord tacite entre des États, ou d'accord écrit entre des États, peu importe s'ils sont binding ou pas, il faut qu'on s'en saisisse aussi. Donc ça, c'est plus du côté de la diplomatie environnementale, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est des espaces aussi fondamentaux et importants. Voilà. Concrètement, je me dis qu'il y a des moyens quand même un peu d'échapper au dilemme du prisonnier, et puis répondre au dilemme du prisonnier, tout en rappelant, mais ça c'est mon avis, vous pouvez en avoir un totalement différent, qu'il s'agit quand même aussi de quelque chose de l'ordre du moral, et que ça ne peut pas tenir longtemps de dire si ce n'est pas moi, d'autres. Parce que, je finirai sur ça, il y a un livre
que je vous donne plein de livres, là, qui s'appelle, notez ce qui vous plaît, mais je vous le conseille quand même, c'est de Pablo Servigne. On le connaît pour ses travaux sur comment tout peut s'effondrer, mais il y a un livre moins connu, qui est mon préféré, qui s'appelle L'entraide, autre loi de la jungle. Et en fait, il étudie un peu comment notre premier réflexe, quand il y a une catastrophe naturelle, à la base, c'est d'abord l'entraide. Et ce mythe qu'on a, encore une fois, on parle de l'économie, des histoires qu'on prend pour ensuite des réalités, c'est un peu la même chose avec le darwinisme et tout ça. L'idée de dire il existe dans l'écosystème uniquement un rapport de force avec une chaîne alimentaire et c'est juste l'espèce de guerre un peu géante dans la... En réalité, il y a beaucoup d'entraide, même entre espèces. C'est fascinant quand on commence à regarder ça, dans des espèces d'oiseaux, enfin, c'est assez génial. Et donc, en fait, comment sortir du dilemme du prisonnier aussi? Eh ben, en évitant, nous, déjà, que ce soit d'un point de vue d'un État, que ce soit d'un point de vue même d'une société ou d'un point de vue du citoyen, en essayant d'éviter d'être ce qu'on appelle le free riders, le passager clandestin. C'est le partir du moment où il y en a un premier, on est un peu dans le pot commun sans savoir qui met. C'est à partir du moment où il y en a un premier qui ne met pas sa part que du coup tout le monde dit en fait c'est pas juste, pourquoi moi je continuerai à le mettre. Et donc on déstabilise cette chaîne de l'entraide. Voilà. Comment je répondrai à ça? Ok. Bonsoir Camille, bonsoir tout le monde. Déjà merci pour toutes ces informations, ça permet vraiment de réfléchir, de revenir sur beaucoup de choses. Et en fait, j'ai deux points à dire. Premièrement, je tiens à te remercier parce que quand tu as parlé de publicité, ça m'a fait penser là-dessus parce que je suis étudiante en journalisme et communication. Et c'est vrai, quand on essaye de faire une affiche de pub, un truc comme ça, le premier réflexe, c'est comment faire pousser l'autre, le client, le consommateur, à consommer. Et dès maintenant, je le prendrai comme une responsabilité personnelle. Sinon, le deuxième point, c'est une question. Alors, d'un premier coup, ça a l'air toute simple, mais je sais que la réponse n'est pas évidente. Depuis tout à l'heure, on a l'impression qu'on parle vraiment, il y a toujours cette notion de conflit d'intérêts économiques, politiques. Et finalement, je me pose la question... Est-ce qu'il y a une réconciliation possible entre l'économie, la politique et l'écologie? Parce que... Combien de temps? Oui, parce que personnellement, j'ai l'impression c'est soit l'un, c'est soit l'autre, et jamais les deux. Voilà, merci de ton attention. Wow. Alors, c'est une très grande question. Je vais essayer d'être rapide et en même temps, du coup, ce sera extrêmement simple, mais au moins, ça vous donnera des pistes de réflexion. C'est ça qui est intéressant. Qu'après vous en discutiez entre vous, que vous ne soyez pas d'accord, que vous ne soyez pas d'accord avec moi, que vous allez chercher dans les livres que je vous ai dit, que ça vous donne des idées. Enfin, c'est ça que je trouve bien dans ces conférences, c'est vraiment juste objectif, c'est que ça stimule un peu notre cerveau et qu'après voilà, là on fait juste la préparation, quoi. C'est l'échauffement et après ce qui se passe vraiment, c'est ce que vous gardez de ce qu'on vit là ensemble. Et moi d'ailleurs ça me nourrit de ouf, c'est trop bien. Et du coup sur le conflit ou pas, en fait il y a trois choses de ce que je comprends. Il y a l'impératif écologique, qu'on pourrait, moi je le mettrais du côté de maximiser le bien-être de la société. Je lis vachement la question de la santé avec l'urgence écologique. Pour moi, c'est aussi une question sanitaire, d'ailleurs, parce qu'on a attaqué dans nos chairs. On a retrouvé des microplastiques dans le placenta des femmes et dans le lait maternel. Il y a des gens qui meurent de problèmes respiratoires liés à la pollution, aux particules fines. On est en train de vraiment creuser le sujet, mais c'est absolument dingue. Enfin bref. Il y a 1000 exemples comme ça. Donc, il y aura cette force-là. Ensuite, il y aurait la politique et il y aurait l'économie. Quand on revient... Moi, je fais 3 ans de philo à la Sorbonne. Du coup, le truc magique, et qui, en vrai, je pense, est quand même sain d'un point de vue réflexe, c'est de questionner, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les termes. C'est pas l'économie en soi qui est mauvaise. L'économie, c'est l'oikos, c'est la gestion du foyer. Est-ce qu'on s'occupe pour que nos ressources, elles puissent, de manière simple, l'idée ce serait de dire nos ressources, elles nous permettent de maximiser, de répondre à nos besoins. Et là-dessus, très simple, il y a Kate Raworth qui a fait la théorie du donut. Alors c'est vraiment basique, mais l'idée est assez intéressante. C'est juste, elle prend un donut, donc vous voyez, c'est comment est-ce qu'on crée une économie qui à la fois répond aux besoins de tout un chacun, donc qui nous permet d'avoir accès à l'éducation, à de l'eau potable, accès à la santé, accès à la paix. Donc
Et c'est déjà le modèle économique qu'on a aujourd'hui, il ne répond pas à ça pour tout le monde, hein, bien sûr. Mais comment est-ce qu'on maintient quand même cette économie de manière à ce qu'elle ne pète pas le deuxième rond du donut, qui sont les limites planétaires? Comment est-ce qu'on pense une manière d'habiter le monde qui ne le mette pas en danger? C'est ça, en fait, c'est cette économie-là qu'on doit penser. Et le modèle aujourd'hui d'un capital effréné, pour moi, à la fois va péter ces limites planétaires-là et à la fois ne répond pas aux besoins aujourd'hui de satisfaire tout le monde là, parce qu'il crée aussi beaucoup d'inégalités. Donc comment est-ce qu'on pense une économie dans ce donut? Du coup, on peut réconcilier ça. De la même manière, la politique, moi je suis très pro... je suis très pro-État, c'est terrible cette phrase. mais l'idée, c'est de dire, je pense qu'on doit au contraire répondre par un État fort. Ce qu'on ne fait pas du tout. Ce qui me fascine, c'est notre capacité des gouvernants, enfin des décideurs, à passer un temps fou à essayer de conquérir le pouvoir. Mais alors, ils y mettent une force dingue. Alors, voilà, il y a des campagnes, il y a plein de promesses. Enfin, ça a l'air quelque chose de très important pour eux. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont peur de gouverner. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent on ne peut pas, ah bah non on peut pas. Là vraiment les banques, c'est des banques, elles sont seules. Oh, les entreprises, bah non on peut pas régler. Enfin je veux dire ils font ce qu'elles veulent, c'est nos trucs. Ah mais non mais on peut. Et en fait je me dis quand est-ce que du coup il y a des lois concrètes, des mesures qui sont mises en place? Quand est-ce que le pouvoir s'exerce, est capable de s'exercer? Et du coup pour moi la politique c'est un lieu, c'est pas le seul du tout, dans un système qui est sain. Et quand on relit Tocqueville de la démocratie en Amérique, ce qui le fascine, c'est comment il y a aussi une société civile qui est forte, organisée, et tout ça. C'est pour ça que moi, je tiens beaucoup à être dans cette société civile. Et quand on me dit, mais tu fais pas de la politique, mais si, je fais de la politique. Ce que je fais est politique. Dans vraiment la cité, la politique, la grande politique. Donc on a besoin, tout ne va pas se régler ni dans les entreprises, ni au sein d'un gouvernement. On ne peut pas attendre un salut qui viendrait de ces deux sphères-là, parce que précisément il s'agit de changer notre manière d'être au monde. Donc on est aussi un peu concerné par le truc. Mais il faut qu'on soit en capacité de demander et que ceux qu'on a élus et qui tiennent toute leur légitimité de nous rendent des comptes. Ce qu'on appelle la qui n'existe pas juridiquement. Il y a des mécanismes, mais pas en France, où on peut, par exemple, destituer quelqu'un quand on est trop en désaccord. Ça n'existe pas là, mais pour moi, c'est une révocabilité même morale qui est de se dire, mais vous nous devez des comptes, en fait. On vous a pas juste élus, comme disait CIS, vous m'avez élu pour mes idées et non les vôtres. Non, on les a aussi élus pour qu'ils nous représentent, qu'ils soient l'essence de ce peuple. Et donc, on doit leur dire, et c'est pour ça que moi, je passe beaucoup de temps à les interpeller, à aller manifester en bas de l'Assemblée nationale, à envoyer des mails, à les appeler, à les embêter, quoi. À aller aux permanences dans les circonscriptions, tout ça. On a ce devoir d'aller toquer à la porte et d'aller dire, mais attendez, non, ça, je suis pas d'accord, ça, on voudrait d'aller porter notre voix. Alors ce sera une voix, peut-être que s'il y a plus de gens qui viennent les voir de manière plus convaincante sur d'autres intérêts, c'est eux qui décideront, c'est leur place, bien sûr, mais il faut quand même qu'on aille demander ces comptes-là. Et donc on investisse cette part de la politique, parce que je pense que l'impuissance et l'inaction est un choix aujourd'hui. Ils font ce choix de l'impuissance. Un État n'est pas impuissant, c'est pas vrai. On peut régler des multinationales, on peut le faire. Il y a 1000 mécanismes qui existent. On peut taxer, on peut trouver des mécanismes de redistribution. Il existe plein de choses, mais maintenant il s'agirait vraiment d'oser un peu le faire et de ne pas s'écraser constamment devant ces intérêts-là. Ça, c'est mon avis. Alors, je vais passer le micro pour une dernière, je pense Camille le retourne. Donc, désolé pour les autres. Mais... Moi, j'ai le temps. Hein. Bonsoir, merci beaucoup. Je vais essayer de faire un peu vite. Oui, juste, tout à l'heure, un peu plus tôt, on a parlé de l'écart générationnel et de comment est conçue l'écologie chez les jeunes et les moins jeunes. Mais vous avez aussi mentionné les autres jeunes, enfin ceux qui ne sont pas forcément engagés ni militants, etc. Et moi, c'était comment on discute avec des amis, etc., qui se sont détachés de ce sujet-là, qui n'ont pas envie de s'investir dedans, parce que quand même sortir de cette zone de confort et de se confronter à bras-le-corps au problème, ça peut mettre mal individuellement. Et aussi, il y a des jeunes, des fois, que j'ai déjà rencontrés, qui se moquaient de personnes qui militaient pour l'écologie. Et donc souvent, les discuter, oui, non mais voilà, il faudrait qu'ils retournent travailler, qu'ils retournent à l'école, qu'ils machin. Et donc du coup, pour moi, le problème, c'est qu'on a une hégémonie de comment est-ce qu'il faut travailler, de comment il faut...
Enfin voilà, toute la société voit ce sujet-là d'une certaine façon et qui fait que voilà, on se moque de ça et du coup comment on discute avec des gens pour qui on n'est déjà pas crédible et pour les convaincre. Voilà, en gros. Pardon. Merci pour cette question. Juste, je repense à le mot que tu disais tout à l'heure de réconciliation. En fait, il est hyper intéressant et parce que je pense que le modèle de société dans lequel moi j'ai envie de vivre et que je défends, c'est un modèle de réconciliation. Et qu'en fait, il n'y a pas... l'écologie, c'est une écologie de paix. C'est peut-être la seule chose qui nous permet la paix. Là, je travaille en ce moment sur les conflits liés en fait, les conflits liés aux ressources, c'est fou. Enfin, je veux dire, ils vont être croissants. Des ressources qui se raréfient, c'est aussi des gens qui se battent pour y avoir accès. C'est des milliers de personnes qui sont obligées de fuir leur terre. Donc on va avoir un monde où des conflits tendent à s'intensifier si on ne prend pas à bras le corps cette question écologique. Et c'est même intellectuellement une réconciliation face à notre écosystème et face aux autres espèces. C'est comment est-ce qu'on a un rapport avec la nature qui n'est pas qu'un rapport de domination et d'exploitation. Comment est-ce qu'on a entre nous, dans la société, parce qu'écologie, ça veut dire la manière d'être entre nous aussi. Et donc, quand on parle de égalité homme-femme, quand on parle de racisme et tout, c'est une question pour moi aussi écologique, dans le sens historique du mot écologie. Et donc, pareil, là, l'idée, c'est comment on a une réconciliation qui est possible. Donc, pour moi, l'écologie, c'est la seule réponse à la paix, en vrai. Sur cette question de comment est-ce qu'on s'adresse, j'ai posé la question à quelqu'un qui faisait de la recherche en neurologie, en gros, pour savoir comment fonctionne aussi notre cerveau. Et c'est fou parce que le truc le plus classique, mais qui est un schéma assez intéressant pour comprendre, c'est la courbe du deuil. Tout le monde la connaît, mais c'est l'idée d'au début, on n'y croit pas, quoi. On est sidéré. Donc c'est vraiment la sidération. Alors vraiment, c'est pas possible. Ce truc notre cerveau capte pas. Vous voyez, ces moments où même si on vit des micro-deuils ou des choses où quand on se fait larguer, je sais pas, qu'est-ce qui vous parle. Ce truc de c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qui arrive n'est pas possible. Donc il y a encore beaucoup de gens qui sont bloqués là-dedans, dans cette phase puisque nous, on a une capacité à se penser au temps long. On n'arrive pas à se dire qu'on met en danger des générations futures. C'est l'idée de dire mon action là maintenant en prenant l'avion, en utilisant des énergies fossiles à gogo, en mangeant trop de viande et de poisson. En fait, on ne peut pas dire mais ça a un impact sur quelque chose de plus grand que moi, de loin ou d'après. On a un espèce de blocage déjà là. Ensuite, il y a la phase de colère. Alors la phase de colère aussi, et là du coup c'est pour ça qu'on est souvent traité d'hystérique, que l'accueil médiatique qui nous est réservé est toujours un petit peu caricatural, parce que du coup c'est de dire mais ils sont tellement en colère, mais vous vous rendez compte, vous nous parlez d'un monde apaisé, un monde de paix, comment est-ce que vous avez tellement de colère en vous, mais calmez-vous, on va se poser 2 secondes et débattre. Mais en fait c'est une colère qui est saine et légitime. Dans les slogans, dans les marches féministes, il y a « nous ne sommes pas hystériques, nous sommes historiques ». Je trouve que c'était pas mal. Et donc en fait c'est ça, pour moi c'est une colère qui est saine, c'est une indignation face à un monde qui nous semble injuste, et donc la question c'est comment de cette indignation on en fait une action. Donc après la colère il y a la phase de tristesse, fameuse éco-anxiété. Je suis en train d'écrire dessus, donc je le dis là, mais je ne le dis pas encore trop publiquement, mais en fait l'éco-anxiété, moi je suis assez... au début j'en ai parlé tout ça en disant mais oui c'est vrai, l'éco-anxiété et tout c'est hyper triste. Et en fait je pense que c'est un peu aussi, en parlant avec travaillait dans la communication du rapport du GIEC aux États-Unis depuis très longtemps. Et donc, qui vraiment a regardé tout, historiquement, les stratégies dont je vous ai parlé, juste de Total Energy qui mentait. Voilà, ça c'était une stratégie, puis il y a eu plein d'autres trucs dont on pourra parler une autre fois, comme l'empreinte carbone et tout, de Shell, inventé par Shell. Il y a l'éco-anxiété qui est quelque chose qui, finalement, est pas mal, parce que du coup, on patientalise un mal-être, c'est-à-dire qu'on est triste, donc qu'est-ce qu'on va... On a des médias qui ensuite viennent nous dire faites attention, faites pas trop de sujets sur l'écologie parce que vous allez faire peur aux gens. Ou oh là là, bah non, mais vous avez raison, prenez soin de votre santé mentale, ne venez pas trop vous engager en manif, si ça vous fait du bien, désabonnez-vous de comptes anxiogènes qui vous parlent des questions climatiques. Protégez-vous d'abord d'une réalité. En fait, on ne peut pas se protéger d'une réalité. Quand on est petit et qu'on nous dit que le Père Noël n'existe pas, bah c'est chiant, mais bon, désolé, quoi, c'est comme ça, il faut qu'on grandisse avec. C'est la réalité et on trouve de la magie ailleurs et c'est super. Il y a plein d'autres endroits merveilleux pour trouver de la magie.
Donc pour moi, il y a ce truc où l'éco-anxiété crée aussi une forme de démobilisation. Et donc l'idée, c'est pas de nier le fait qu'on se sente triste, et moi la première, parce que c'est sain de se dire que ce qu'on aime est menacé, et donc ça nous crée un vide béant, mais bien sûr. Et on est dans un monde où on a vraiment dépolitisé, enfin on a une politique qui est très désensibilisée, et que du coup dès qu'on montre une once d'émotion, vraiment on est tourné en dérisoire. Donc il y a aussi un enjeu là d'arriver dans l'espace politique à réintégrer ces émotions. C'est aussi dû un petit peu au sexisme, parce que les émotions sont souvent associées aux femmes, mais c'est un autre débat. Et comment est-ce qu'on se dit que oui, ça nous traverse, mais que le meilleur moyen de faire face aussi à l'éco-anxiété, c'est pas forcément d'aller voir une psy, c'est parce que c'est pas une maladie en fait, l'éco-anxiété. Il y a des raisons concrètes à ça, et on doit s'attaquer au mal de ça. On doit s'attaquer à l'origine de ce mal-là, pardon, c'est ça que je voulais dire. Et donc ça veut dire que pour moi, l'éco-anxiété, je la dépasse vachement dans l'action en vrai. Et le fait d'être entouré de gens où dès qu'on a un coup de mou, ils vont nous relever, où on va pouvoir voir que nos actions marchent, on va pouvoir voir qu'on a un impact sur ce qui nous semble injuste. Alors franchement, je dis pas que je suis jamais triste, mais pas vraiment très éco-anxieuse en vrai. Donc ça, du coup, j'ai répondu un peu détourné à ta question, mais pour convaincre les personnes, l'écoute, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire que et là-dessus la réconciliation elle est géniale, c'est qu'on n'est jamais aussi convaincant déjà que quand on parle à nos pairs. Donc là moi je vous parle, mais en fait ce qui serait le plus convaincant, c'est si vous êtes venus entre potes, entre amis, enfin peu importe, c'est que les savoir précisément qu'est-ce qui va toucher la personne. Est-ce que c'est lui parler des animaux? Est-ce que en fait vous avez un lien hyper fort à la nourriture, et du coup ça va être en parlant de la cuisine et en allant montrer des restos végés que ça va ouvrir une discussion sur le système agricole? Est-ce que c'est par l'art? Est-ce que c'est avec des chiffres très concrets où en fait là il y a des ingénieurs qui n'en peuvent plus parce que je parle pas de trucs avec des tableaux. Et en fait tout ça vient juste de l'écoute vraiment. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas, ce qui est très difficile, c'est à un ensemble de personnes où on ne sait pas quel est leur niveau de connaissance du sujet. Est-ce qu'ils s'ennuient depuis tout à l'heure? Est-ce que je parle trop vite parce qu'ils ne comprennent pas ce que je suis capable de faire? Ce que je suis en train de raconter parce que j'ai un débit trop fort? Est-ce que vous êtes intéressé par telle question? Qu'est-ce qui vous transcende? Donc en fait, moi, la meilleure manière de convaincre, c'est d'abord d'écouter et de savoir à qui on parle, de connaître notre auditoire. Donc c'est pour ça que là, moi, je vous donne des pistes de réflexion. Donc on a ouvert un peu des tiroirs comme ça, et le but des boîtes de Pandore, c'est qu'après vous en discutiez entre vous, et c'est là qu'il va vraiment se passer quelque chose. On va ouvrir des discussions sur la team économie là-bas, sur décroissance ou pas, qu'est-ce qu'on en pense, quel modèle économique, sur je sais pas, l'éco-anxiété, sur tout ça. C'est d'abord comme ça, ouais, par l'écoute, par parler de nos proches, et aussi par l'exemple, le faire, apprendre dans le faire et pas uniquement dans la tête. Ensemble, rejoindre des groupes locaux, vous allez voir, engagez-vous, il y a 1000 choses à Paris, c'est vraiment un des endroits, honnêtement, en Europe, où le tissu associatif sur l'écologie est le plus fort. Vraiment, je ne connais pas d'autres pays comme ça, où il y a autant de choses, où c'est autant foisonnant, où il y en a pour tout le monde. Donc c'est ça qui est génial. Si vous voulez, je vous donne très concrètement, comme ça on finit sur comment s'engager de manière concrète, c'est parfait. Il y a par exemple Alternatiba, ou les Amis de la Terre. Quand vous pouvez faire des premières rencontres à Paris, vous pouvez même leur écrire juste sur Insta, même si vous restez encore quelques semaines, ou même si vous avez juste un mois pour vous engager. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est tellement organisé qu'il y a des gens qui vont vous appeler pour vous dire qu'est-ce que vous aimez, est-ce que vous voulez faire des obéissances civiles, ou est-ce que vous aimez faire du graphisme, ou est-ce que vous êtes fort en droit, qu'est-ce qui vous révolte le plus, et qui en fait vont ensuite pouvoir vous mettre dans des équipes précises, sur des actions précises, à des postes qui vont vous ressembler. Je pense que la meilleure manière de convaincre quelqu'un, c'est en vrai de dire vas-y, viens, on le fait une fois, une après, on essaye, on voit. On vient, on fait une action. Et le taux de conversion est assez dingue, parce que du coup, on se rend compte que d'être entouré de gens qui se battent pour quelque chose qui nous semble juste, c'est extrêmement galvanisant, que parfois, en plus, on arrive à obtenir des victoires, et que même égoïstement, ça fait du bien. Alors, heureusement que ce n'est pas que pour ça, mais même égoïstement, ça fait du bien. Donc je pense que pour convaincre, moi j'ai envie de vous dire, bizarrement, faites. Et embarquez des gens avec vous. Voilà, je vous ai dit ces deux assos-là, il y en a plein d'autres, mais elles, je peux vous donner en toute confiance, vu que je suis souvent avec elles, des recommandations. Bon, je pense qu'il y a encore plein de questions, c'est trop cool, mais merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir discuté, d'avoir posé des questions super chouettes qui allaient dans plein d'endroits comme ça. C'était vraiment l'objectif. Ça paraît un peu décousu, mais je trouve ça toujours plus intéressant
que de vous faire un truc d'1 heure sur une sobriété, ou alors que vous n'avez un peu rien à faire, ou que sur l'éco-anxiété, et en fait, vous n'êtes pas du tout éco-anxieux, donc ça vous parle pas. Enfin, je trouve ça plus chouette. Si jamais vous avez d'autres questions, je vais rester juste un petit peu ici, donc n'hésitez pas à venir me voir ou même à m'écrire. Et surtout discutez entre vous, parce que voilà. Et les petites références que je vous ai données, n'hésitez pas à les checker. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont cool. Merci encore d'avoir pris le temps et bonne soirée, bon vendredi soir.